Bonjour à tous, chers amis, merci d'être ici présents. Merci à tous les autres, à tous les nouveaux d'abord qui sont là, qui découvrent ma chaîne. Je les salue, je leur souhaite la bienvenue, évidemment. Eh bien, écoutez, vous allez faire vous allez découvrir peut-être pour vous, si ce n'est pas le cas, déjà un petit peu votre histoire, l'histoire de l'Hexagone. Je ne peux pas te dire le nom du pays, excusez-moi, parce que YouTube n'aime pas beaucoup qu'on donne les noms de lieux, de quartiers, de villes, de pays. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la censure. Alors, chers amis, je salue aussi les anciens. Je vous rappelle, au cas où ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Bon, je sais bien que chacun est libre, mais c'est quand même bien de s'abonner. Ça permet de faire connaître et de faire répandre cette chaîne. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, ça prend quelques secondes, partagez cette vidéo, c'est gratuit, mettez un pouce, likez et partagez bien sûr, et puis ma foi, activez la clochette si vous souhaitez que cette chaîne grandisse. Sinon, ben, tant pis, n'activez pas la clochette, ne vous abonnez pas, ne partagez pas, ne faites rien. Regardez simplement, contemplez et écoutez. Voilà, chers amis, nous revenons la suite. Alors, il y aura d'autres vidéos, mais ce ne sera pas la seule parce que ça va être assez long. On continue à parler de Monsieur François Mitterrand, je vous l'avais dit, hein. Ce sera une vidéo assez longue. Enfin, il y aura plusieurs vidéos, je veux dire. Pas très longues, forcément, chacune, mais enfin, bon. Alors, situation personnelle, je continue rapidement. Les origines, donc François Maurice, Adrien, Marie Mitterrand. Ah, il a un, deux, trois prénoms, quatre prénoms, hein. Est né le 26 octobre 1916 dans la ville de Jarnac, en Charente, donc dans l'Hexagone, au sein d'une famille bourgeoise, catholique et conservatrice. Son grand-père paternel, catholique pratiquant, était chef de gare à Jarnac. Fils d'un éclusier du canal de Berry, à Aude, dans l'Allier, sa grand-mère paternelle était limousine, d'une famille de petits fonctionnaires originaires de Séréillac, près de Limoges, en Côte d'Or pour ceux qui connaissent, hein. Son père Joseph, né à Limoges, était ingénieur de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. En 1919, il s'installa à Jarnac pour reprendre la direction de la vinaigrerie de son beau-père, devenant plus tard président de la Fédération nationale des syndicats de fabricants de vinaigre. Bon, ça, voilà, sa mère, Yvonne Laurin, issue d'une famille de tradition républicaine, était la fille de Jules Laurin, producteur vinaigrier, négociant en vin et eau de vie, et conseiller municipal de Jarnac. Et son petit-neveu par alliance du ministre Léon Fauché. Voilà, Léon Fauché. Voilà. François est le cinquième d'une fratrie de 8 enfants. Il a 3 frères. Robert, 1915-2002, polytechnicien, administrateur de société. Bon, on va pas trop s'étaler là-dessus. Alors, enfance et études, bon, ben, François est baptisé, en l'église de Saint-Pierre de Jarnac. Il grandit dans une famille fortunée, disposant de l'électricité dès 1922. Il fréquente l'école privée Sainte-Marie de Jarnac avec son frère Robert jusqu'en 1925. Cette année-là, François entre comme pensionnaire au collège privé d'enseignement catholique Saint-Paul d'Angoulême pour entamer des études secondaires. Bon, là je vais pas trop loin, sinon on pourrait s'étendre à l'infini, hein, regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur son enfance. Famille et liaison, bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand rencontre une jeune résistante bourguignonne, Danielle Gouze, et l'épouse le 28 octobre 1944, avec elle présidente de 1986 à 2011 de la Fondation France et Liberté, fondée en 1986.
Il a eu 3 fils. Bon, Pascal, né le 10 juillet 1945, est mort à 2 mois et 25 jours, le 30 septembre 1945. Jean-Christophe, né le 19 décembre 1946, qui a été conseiller aux affaires africaines du président Mitterrand. Gilbert, donc voilà, né le 4 février 1949, maire de Libourne en Gironde, de 1989 à 2011, et député de la Gironde entre 1981 et 2002. Ça, c'est son fils, hein, Gilbert. Alors, d'une relation extra-conjugale avec Anne Pinjot, bon, on passe les détails. Relation avec le régime de Vichy. Bon, on va pas trop. Enfin, ça, je vous laisse lire un petit peu. À la suite de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, François Mitterrand est mobilisé sur la ligne Maginot. Le 14 juin 1940, en tant que sergent-chef, il est blessé à l'omoplate droite. Après avoir été soigné, il est fait prisonnier par les Allemands le 18 juin, après 18 mois dans le Statag 9 à de Trunzein et au Stalag 9-6, je sais pas, bon, de Bad Sulza, et deux tentatives d'évasion infructueuses. Il s'évade en décembre 1941 et rentre dans l'Hexagone. En janvier 1942, bien que recherché par les Allemands en tant qu'évadé, après un séjour chez les Sarrasins à Mantry, puis chez les Lévis d'Espace à Saint-Tropez, il travaille à la Légion de l'Hexagone, des combattants et des volontaires de la Révolution nationale en tant qu'agent contractuel du gouvernement de Vichy. Puis, à partir de juin, au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, où il est chargé des relations avec la presse et où il favorise la fourniture de faux papiers pour aider les évasions. En juin 1942, il participe à des réunions au château de Montemort, où sont jetées les premières bases de son réseau de résistance. C'est Antoine Mauduit, ancien prisonnier de guerre arrivé à Vichy en mai, qui est à l'origine de ce rassemblement de Montemort baptisé la chaîne ouvert à des résistants de tendances et origines diverses. Bon, c'est précisé, hein. Origines diverses, vous avez bien compris. Alors, origine de quoi? Sociale, raciale? C'est là qu'il faut creuser un petit peu pour comprendre ce que sont, ce que l'on traite de, voilà, ceux qui ont, bon, bref, passons, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne veux pas des procès avec ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a sûrement eu différentes nationalités, je suppose. Le 15 octobre 1942, François Mitterrand est reçu par le maréchal Pétain avec plusieurs responsables du comité d'entraide aux prisonniers rapatriés de l'Allier. Le 11 novembre 1942, en représailles au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, 3 mois plus tôt, les Allemands envahissent la zone libre. Voilà, vous voyez. Le mythe de Pétain, le bouclier protégeant l'Hexagone, vole en éclats. Seule l'épée, la résistance demeurait. Alors écoutez bien, c'est en 1942, hein, vous êtes d'accord. Retenez bien les dates. Bon, cet événement. Alors, 1942, je vais noter parce que on nous fait la leçon. Attendez, 1942. Invasion allemande. Pardon, chers amis, je vous laisse quelques instants. Allemande de la zone libre. De la zone libre.
Voilà, j'ai fini. Parce qu'il faut mettre les points sur les i. Bon, il y a eu des rafles, bien sûr, et on traite le maréchal Pétain de responsable et tous les autres, René Bousquet et d'autres. Hein. Maintenant, si c'est avant 42, là, bon. Mais jusque-là, bon, y a-t-il eu des rafles? Je ne sais pas. En 1943, Mitterrand démissionne du commissariat à la suite du remplacement du vichisto résistant Maurice Pinault par André Masson, partisan de la collaboration. Il conserve cependant un poste à la tête des centres d'entraide. Il se met également en relation avec les chantiers de jeunesse, une organisation de service national créée en zone sud par Vichy après l'armistice et avec les compagnons de l'Hexagone, une association essentiellement destinée aux adolescents. Bon, on va passer un petit peu. Alors, en mars 1943, Mitterrand rencontre Henri Freinet, oui. Voilà, Henri Freinet. Et le convainc de travailler avec lui. Grâce à Freinet, la résistance intérieure soutient François Mitterrand contre Michel Caillot. Qui est Michel Caillot? Ouais. Mitterrand se retrouve ainsi au cœur d'un réseau d'influence qui comprenait l'ORA, Maurice Pinault et ses partisans, les chantiers, les compagnons et les centres d'entraide, tandis que Michel Caillot, en rupture avec la chaîne de Montemort, lance son propre réseau appelé le Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et des déportés, donc MRPGD. Bon. Donc, nous continuons. Selon Jean-Pierre Bloch, chef de la section non militaire du Bureau d'entraide, de renseignement et d'action, BCRA, à l'époque, c'était sur notre ordre que François Mitterrand était resté dans les services de prisonniers de Vichy lorsqu'il a été proposé pour la Francisque. Nous avons parfaitement été tenus au courant. Nous lui avions conseillé d'accepter cette distinction pour ne pas se dévoiler. Pour lui, comme pour d'autres résistants qui travaillaient pour Vichy, comme Bernard de Chalvron, c'est ça, Chalvron, oui. Raymond Marcelin, ou encore Maurice Couve de Murville. Accepter cette distinction constitue une couverture idéale. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de Jean-Pierre Bloch. Vous voyez? Regardez. Voilà, regardez bien. Socialiste, résistant de la Seconde Guerre mondiale et militant, ardent contre le racisme, né le 4... Voilà, bon. On sait qui c'est Jean-Pierre Bloch, hein, c'est le... Voilà, bon, enfin, je ne vais pas dire grand-chose de lui, c'est un Israélite, il faut le dire, c'est pas, voilà, c'est pas... Il faut le dire, hein. Et il a conseillé Mitterrand d'accepter la Francisque, évidemment, pour ne pas se dévoiler, enfin, de dévoiler qu'il était en fait un résistant, pas pro-gaulien, mais enfin, bon, qui se rapprochait de l'idéal d'une résistance à Vichy, voilà, à la présence allemande. Bref. L'activité du RNPG se déplace... Bon, bref, allez, on va arrêter. Je ne vais pas continuer là. Le 10 juillet 1943, François Mitterrand et le militant communiste François Piazouk sont les auteurs d'un coup d'État lors d'une grande réunion publique à Paris, Salvagram, consacrée à la relève des prisonniers par les ouvriers au moment où André Masson flétrit la trahison des gaullistes. François Mitterrand l'interpelle de la salle et lui dénie le droit de parler au nom des prisonniers de guerre, qualifiant la relève d'escroquerie. François Mitterrand n'est pas arrêté, sa fuite ayant été facilitée par François Piazouk. Bon. C'est au mois de novembre 1943 que François Mitterrand passe à la clandestinité. Bon, on va continuer parce que sinon ça va être... Alors, ascension politique. Bon.
ascension et glissement vers la gauche, 1944-1954. De retour dans l'Hexagone, François Mitterrand participe au gouvernement des secrétaires généraux voulus par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. À partir de février 1944, il dirige le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, donc MNPGD, qui unifie tous les réseaux de résistance de prisonniers de guerre. En mai 1944, il est nommé au sein du gouvernement provisoire secrétaire général aux prisonniers, déportés et réfugiés PDR, correspondant du ministre Henri Freinet, dans l'attente de son retour de Londres. En août 1944, Mitterrand participe à la libération de Paris, où il participe à la prise. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Voilà ses débuts politiques avec Pierre Freinet. En fait, il n'a pas rejoint facilement le gaullisme. Il n'était pas gaulliste du tout. Mais il a travaillé quand même pour le colonel de Gaulle, on va l'appeler comme ça, dans la tourmente de la guerre d'Algérie. Bon, là, on va arrêter là. Voilà, chers amis, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue parce que le parcours de M. François Mitterrand est très long. On va regarder ensemble, oui, regardez un petit peu. Et encore, on ne parle pas de la campagne et de l'élection. Voilà. Bon, après, on parlera de tout ça, mais pour l'instant, on remet en arrière. Donc, dans la tourmente de la guerre d'Algérie, voilà, on va s'arrêter là. Alors, il y a beaucoup à dire sur la tourmente de la guerre d'Algérie, où il a participé en tant que ministre de l'Intérieur. Bon, nous verrons ça demain. Donc, aujourd'hui, nous sommes... pour vous, c'est dimanche, puisque vous verrez la vidéo dimanche. Voilà. Alors, chers amis, je vais arrêter. Je finis cette vidéo en vous remerciant de l'avoir suivi. Voilà, nous revenons à la page d'accueil. Bon, c'est très long, la vie d'un président comme Mitterrand, c'est très long parce qu'il a fait 2 septennats. C'est le seul qui a réussi, en tout cas dans l'histoire de la 5e République. Je ne sais pas pour la 3e ou 4e, non, il n'y a pas eu de grand pouvoir, de très long pouvoir. La 3e peut-être, mais la 4e non. La 5e, ben oui, c'est François Mitterrand qui aura fait les septennats les plus longs. Jacques Chirac, s'il n'avait pas réformé le mandat, eh bien, il a fait quand même 12 ans. Jacques Chirac, il a fait 7 ans, plus 5 ans. C'est lui qui a fait la réforme, réduisant le septennat au quinquennat. Voilà. Bon voilà, chers amis, la vidéo, si elle vous a plu, je vous laisse faire les choses. Je vais pas insister. On se dit à très bientôt. Vivez heureux en famille. Vivez heureux entre vous, entre amis. Et comme nous sommes samedi pour vous, nous serons dimanche. Écoutez, nous serons dimanche quand vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de semaine. Reposez-vous bien. S'il fait beau, allez pique-niquer, faites un tour. Nous, ici, on ferme le parc parce qu'il y a un peu de vent, vous voyez. Un peu de vent, quelques gouttes d'eau, alors on ferme le parc. Alors là, il n'y a pas de gouttes d'eau. Enfin, si, il pleut un petit peu, mais il y a du soleil. Mais pour un peu de vent, on ferme le parc. Alors c'est un jardin pour famille, enfants, enfin pour tout le monde. Tous ceux qui veulent s'y promener. Alors il y a quelques arbres qui sont effectivement très anciens, qui présentent des dangers à tout moment, de quelques branches qui peuvent tomber. Mais je vous rappelle une formule de Benjamin Franklin, je le rappelle tout le temps, il faut toujours le rappeler. Quand l'État vous propose d'intervenir pour votre sécurité, l'État. Enfin, quand il parle d'État, on pourrait dire la mairie, on pourrait dire ici c'est l'hôtel de ville et la région préfectorale qui décide de fermer le parc comme ça. Bon, avec aucune
aucune source, comment dire, juridique, hein, aucune source juridique. Il n'y a rien. On ferme. Mais pourquoi? Ben, quel est l'article et de qui? De qui est-elle signée? C'est important ça. Eh bien, ce matin, je me suis disputé encore avec quelqu'un qui était mon ami, mais je vois que il porte pas ses bijoux de famille. Pardonnez-moi du terme, mais les hommes ne portent plus leur bagage. Hein. Ils résistent pas. Ah ben c'est normal parce qu'il y a des branches qui tombent. Alors il m'a rappelé une anecdote d'un pêcheur qui avait pêché et dont une branche lui est tombée sur le crâne, il est mort. Bon ben, c'est comme lorsqu'un automobiliste renverse un piéton. Est-ce qu'on va interdire toute une ville, toute une région à circuler en voiture? Ben, ben, mais c'est quoi ça? Alors justement, je répète cette phrase de Benjamin Franklin. Il disait, quand vous remettez votre liberté aux dirigeants de l'État, d'un État, d'une politique, pour un peu de sécurité, eh bien vous n'aurez ni la liberté, ni la sécurité. Voilà, c'est tout simple, non? Si vous remettez dans les mains du pouvoir, ce pouvoir qui organise, on va dire, le désordre, le chaos, ce que j'appelle le... Comment ça s'appelle? La politique dystopique. Dystopique, ça veut dire que la dystopie, c'est casser, c'est détruire la sécurité. Comment? Comment va-t-on la détruire? Eh bien, en organisant la désobéissance, déjà. D'abord, on met le feu, après, on crie au feu, et on appelle les pompiers, les mêmes qui ont mis le feu, mais qui vont éteindre le feu. Ça me fait penser à une anecdote de quelqu'un dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je ne dirais pas le lieu. Quelqu'un, on lui a cassé sa boutique, sa devanture. Vous savez, ce rideau que l'on monte, que l'on descend le soir. Alors le matin, vous le levez pour montrer la vitrine. Et le soir, pour fermer, pour sécuriser la vitrine et ce qu'il y a dedans, vous baissiez le rideau. Eh bien, ce magasin a été totalement dévalisé, défoncé au bélier, je ne sais pas trop comment. La boutique a été dévalisée par une équipe. Et cette même équipe, qui au départ devait être habillée comme n'importe lequel d'entre nous, cette même équipe vient en costume, cravate, avec une serviette, vous voyez, des papiers dedans, des papiers d'assurance. Et on dit, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? On vous a dévalisé la boutique. Écoutez, voilà, je suis l'assurance XYZ. Bon, je tirais le nom là aussi. XYZ, si vous voulez, écoutez, on peut vous protéger. On vous propose une assurance. Ça vous coûtera entre, je sais pas moi, 1000 à 1400 euros par an. Si ça vous intéresse, vous aurez l'occasion de pouvoir dénoncer le vandalisme et on vous remboursera à hauteur d'une franchise. Enfin bon, tout dépendra de ce que vous prenez comme contrat. Voilà, vous voyez. Je pensais aux 3 tours en 2001 qui ont donné suite à l'acte Patriote 1, l'acte Patriote 2 de George Bush père. Je crois, oui, c'est George père. George Bush père. Il y a dans ces 3 tours aucune entreprise, le jour des destructions, il n'y avait aucune entreprise qui travaillait. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? Vous pensez que les entrepreneurs, les salariés n'étaient pas au courant? Il n'y avait même pas une vigile qui habituellement surveille quand les entreprises ne sont pas là, le matin de très bonne heure ou le soir tard. Il y a une vigile qui généralement faisait la tournée dans les étages des parties communes, vous voyez, pour vérifier que tout était en bon ordre, que tout était fermé, etc., etc., etc. Ils sécurisaient les lieux. Et là, il y avait personne. Alors oui, on nous dit qu'il y a eu des civils qui se sont jetés par les fenêtres. Bon, à vérifier, parce que vous savez, l'information, on fait dire ce que l'on veut. Bon,
Moi, je ne crois pas du tout que ces tours se soient effondrées comme ça, par un avion, deux avions, trois avions qui sont rentrés à tour de rôle dans les bâtiments. Ça, je n'y crois pas du tout, chers amis. Je vous le cache pas, je n'y crois pas du tout. Du tout, du tout. Maintenant, à partir de là, rappelez-vous, dès 2001, 2-3 ans plus tard, vous commenciez à voir dans les villes, chez vous, chez moi, ici, à Vitré, n'importe où, même dans des petites villes de 4000 habitants, où vous voyez partout des caméras. Avant, ça n'existait pas avant 2001. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, il y en avait très peu, il y en avait très peu. Peut-être qu'il y en avait dans certains lieux, mais c'était assez rare. On ne voyait pas beaucoup de caméras dans les grandes artères d'une ville. Surtout d'une grande ville, hein, parce que, bon, Vitré, c'est une petite ville, hein, 20 000 habitants, ou 18 000, je ne sais pas combien. Vous comprenez, on a organisé le feu, l'incendie, pour appeler les pompiers. Et le plus souvent, ce sont les mêmes qui commanditent et les uns et les autres. Très souvent. Ça, c'est un mode bon, je ne dirais pas le pays, mais voyez un petit peu d'où ça vient. Ça vient d'outre-Atlantique. Voilà, vous avez compris. Quand on parlait de la libération de l'Hexagone en 1943-44, mon œil, hein, la libération à d'autres. Bon, chers amis, voilà, j'arrête là parce que je ne vais pas pousser un coup de gueule supplémentaire. La vidéo serait trop longue. On était parti sur la politique. J'ai un petit peu dérivé sur cette discussion ce matin d'un ancien ami qui maintenant, non, non, c'est plus un ami. Moi, c'est quelqu'un que je largue. Vous voyez, et pourtant je le connais depuis quelques années, hein, vous voyez. Même les amis, les meilleurs amis, si vous en avez déjà un ou deux, c'est déjà beaucoup, 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 beaucoup. Quand vous en avez 10, là, il y a un doute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Regardez bien, grattez bien. Vous verrez que la véritable amitié, c'est deux individus au maximum. Les autres, c'est des occasionnels. Bon, ça peut durer quelques années, mais au bout d'un moment, vous grattez un peu, vous déterrez le lapin, ça y est, vous avez découvert le terrier. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, chers amis, je m'expliquerai un jour plus longuement là-dessus parce que sur la sécurité, sur les lois de notre pays, parce que vraiment il faut faire le tour une bonne fois pour toutes. Il faut dénoncer toutes ces magouilles qui depuis plus de 130 ans dirigent ce pays. Vous voyez, je vous dis, depuis le début de la 11e République, ça a été la fin de la légalité dans notre hexagone, dans notre pays. C'est tout. Et Vincent Riool, alors là, Vincent Riool a fait plus fort. Non seulement déjà aucune loi n'était promulguée ni signée, mais en plus, l'Hexagone n'était plus sous Vincent Riool dès sa prise de pouvoir. C'était plus une nation ni un État, mais une entreprise. Allez sur société.com, frappez sur Google ou Microsoft société.com, tapez République française présidence. Et vous verrez. Vous verrez si je vous mens. Allez, chers amis, à très bientôt. Au revoir.